On va maintenant parler d'un type de violence très spécifique à l'encontre des femmes et même des petites filles, l'excision, une pratique encore courante dans de nombreux pays, notamment d'Afrique, qui consiste en l'ablation d'une partie du clitoris, voire du clitoris en entier, parfois même qui s'accompagne de l'ablation des petites lèvres, une mutilation génitale féminine qui concerne 200 millions de femmes à travers le monde, parmi lesquelles des dizaines de millions de moins de 15 ans. Et pourtant, cette pratique est illégale dans la plupart de ces pays. De nombreuses ONG luttent contre ce fléau et parmi les personnalités qui en ont fait leur combat, Ina Modja, que j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse, comédienne, mannequin. Vous étiez aussi toute la journée rédactrice en chef exceptionnelle sur Radio France Internationale et vous êtes également marraine de la Maison des femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, oui. Un établissement donc, qui comprend une unité mutilation sexuelle féminine et vous êtes d'ailleurs en charge du groupe de parole de cet hôpital. Comment est-ce que dans cet hôpital, on prend en charge les femmes et les filles qui sont victimes d'excision ? Alors la Maison des femmes est effectivement sur l'hôpital de La Fontaine, mais a une entrée à part, pour que les femmes puissent venir, les femmes victimes de toute forme de violence, que ce soit l'excision, les violences domestiques, les viols, les incestes, toute forme de violence. Et elles sont, ce qui est très spécial dans cette maison, c'est qu'elles sont totalement prises en charge, que ce soit une prise en charge médicale, psychologique. Il y a des bénévoles, il y a un personnel salarié qui est là, des sages-femmes, des psys, il y a des ateliers de karaté que Laurence Fischer a la grande gentillesse de donner. Il y a des femmes policières qui viennent sur leur temps libre pour accompagner les femmes victimes de violences qui souhaiteraient porter plainte et les accompagner dans leur démarche. Donc et votre action personnelle au sein de cet hôpital, donc au sein du groupe de parole, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors moi, je suis une des personnes qui assiste au groupe de parole. Je ne suis pas tout le temps là, malheureusement, parce que avec ma carrière de chanteuse, je suis amenée à tourner un peu partout. Mais Rada Hatem, qui est la fondatrice de la Maison des femmes, et Mathilde Lespine, qui est la sage-femme en chef, et toute l'équipe se retrouve régulièrement, une fois par mois, avec des femmes qui, depuis le début, ont été accueillies dans ce groupe de parole, et la parole s'est libérée au fur et à mesure. Et le groupe de parole est passé d'un moment assez douloureux à aujourd'hui, il y a des percussions, les femmes chantent, elles dansent, elles partagent leurs histoires, elles se soutiennent parce que maintenant elles se connaissent un peu entre elles et c'est ce qu'on voulait créer, un réseau, un lieu où elles se sentaient suffisamment bien pour pouvoir s'exprimer. Et pour moi, la parole est le début de la guérison. En France seulement, on sait qu'il y a environ 60 000 filles ou femmes qui subissent l'excision. Comment est-ce qu'on peut expliquer la persistance de cette pratique au sein même de l'Hexagone ? Alors que la pratique est illégale. C'est très difficile de faire changer les mentalités et les traditions. L'excision se pratique en Afrique, mais également en Asie, en Indonésie notamment, ou en Amérique du Sud, en Colombie. Dans certains peuples d'Amazonie. Absolument. Donc c'est très difficile de dire aux gens que ce qu'ils ont pratiqué pendant des générations est aussi nocif et mauvais pour la santé, le corps des femmes. Et pourtant, c'est visible. Mais il y a toutes sortes de raisons farfelues pour exciser. Donc, il y a une vraie difficulté à faire changer des traditions, particulièrement à des gens qui ont puisé leur éducation dans les traditions. Et donc l'ignorance est une grande partie des raisons pour lesquelles on excise. Et donc il faut continuer à sensibiliser, communauté par communauté, famille par famille, vraiment faire un travail sur le terrain. Et puis il y a des solutions qui ont été trouvées, notamment au Kenya, où ils ont remplacé, ils essayent de remplacer la pratique de l'excision par un rite de passage à la femme, de la petite fille à la femme, qui est une solution intéressante. Mais je pense que comme une personne me disait ce matin, beaucoup de filles sont excisées bébés. Donc ce rite-là, ça ne fonctionne pas. Ina Modja, parlons de votre histoire personnelle. Donc vous êtes originaire du Mali, vous êtes née à Bamako et vous avez vous-même subi l'excision. Dans quelles circonstances familiales ? Mes deux parents sont contre l'excision parce que ma mère était sage-femme et qu'elle a vu des femmes souffrir énormément ou même mourir en couche à cause des conséquences de l'excision. Et mon père est un grand féministe et nous a toujours inculqué nos droits. Et donc, pour moi, avoir été excisée... Qui vous a excisé ? Un membre de ma famille. Mais donc à l'insu du à l'insu de mes parents. Okay.
Et c'est une personne qui était ignorante, qui pensait qu'elle faisait bien, qui n'est jamais allée à l'école. Et pour elle, les traditions représentent tout ce qu'elle connaît. Et donc, c'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre l'ignorance. Il faut vraiment éduquer les gens. Il faut les sensibiliser et leur faire comprendre, leur faire voir les conséquences réelles. Quelle a été la réaction de vos parents après cette pratique? Tragique évidemment, quand on se retrouve dans une position comme ça avec son enfant qui subit quelque chose de si difficile et douloureux. C'est très difficile. Vous avez depuis bénéficié d'une opération de reconstruction, je crois, de votre appareil génital. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'issue de cette opération? Pour moi, faire cette démarche, me faire opérer par le docteur Pierre Foldès, qui a inventé cette technique de réparation, était un premier pas pour reprendre mon destin en main. Je récupérais quelque chose qu'on m'avait enlevé, on m'a jamais demandé mon avis, on m'a enlevé quelque chose de crucial. Donc pour moi, c'était reprendre le dessus sur ma vie et reprendre mon destin en main. Et ça m'a redonné une confiance en moi, ça m'a redonné une estime de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre ces pratiques, vous l'avez dit, qui relèvent plus de la tradition qu'autre chose? Par exemple, au Mali, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour convaincre ces familles qui pratiquent l'excision d'arrêter de le faire? Je pense que c'est très important de sensibiliser, de vraiment, vraiment sensibiliser, d'éduquer les gens, de les informer, de les accompagner pas par pas et de leur montrer les conséquences de l'excision sur le corps de la femme, sur la santé de la femme. Parce que je pense que beaucoup croient dans les raisons pour lesquelles on excise. Et beaucoup ne savent pas, ignorent complètement. Donc il y a une grande part d'ignorance. C'est pour contrôler en quelque sorte, d'une certaine manière, la femme? Ses désirs. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui disent que c'est pour rendre la femme plus pure, parce que quand elle a un clitoris, elle n'est pas assez pure. Il y en a qui disent que certaines femmes marchent très longtemps et donc le frottement des jambes peut créer une douleur, une souffrance. Il y en a qui disent que c'est pour enlever la masculinité de la femme, parce que sinon, lors d'un rapport, elle peut rendre son mari impuissant. Il y a toutes sortes d'idées. Et puis enlever le clitoris des femmes se pratiquait en Europe au Moyen-Âge. On disait qu'elles étaient hystériques à cause du clitoris. Donc, quelque part, il doit y avoir une façon de vouloir contrôler le corps des femmes et ça, c'est quelque chose qui doit cesser. Merci beaucoup Ina Modja pour votre témoignage aujourd'hui sur France 24, sur cette pratique donc, de l'excision qui persiste encore dans le monde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. On passe